Bonjour et bienvenue dans Poitou Pop, votre émission qui vous apprend à manger du bourgeois sur les ondes de Radio Pulsar 95.9. Et aujourd'hui, on va parler antispécisme, on va parler souffrance animale, notre rapport à l'animal, comment est-ce qu'on doit aussi habituer notre société par rapport à ça. Pour cela, on a invité Marine qui est à L214, bien le bonsoir. Bonjour à tous et à toutes. On a également invité Mel qui est une militante de vegan, on peut dire ça, non, antispéciste. Excuse-moi. Ouais, antispéciste. Antispéciste, bien le bonsoir. Coucou. On a également Arthur qui est ici, qui nous a préparé comme d'habitude sa chronique de Cinémarx. J'ai hâte de la voir en cette belle année 2026. J'ai vu récemment Zootopie 2 et j'ai été d'accord avec l'avis que tu m'avais donné. Parfait. Comme quoi tu fais vraiment des recommandations vraiment banger. Toutes mes recommandations sont banger, franchement, allez voir les films. Surtout que je vous donne des pistes pour aller les voir, franchement, vas-y. Oui. En ligne, on a Yurigan qui est là, bien le bonjour. Et bonsoir à toutes et tous, bonjour. On a Edwy Pleiner qui est à la technique comme toutes les 2 semaines ou presque. Et on a une nouvelle bénévole dans les ondes de Radio Pulsar, bien le bonjour Eden. Hello. Qui est donc participe avec nous pour ce soir. Enfin bref, une émission des plus voluptueuses, entrecoupée de musique. Et on va pouvoir donc commencer notre émission avec une réaction finalement par rapport à l'actualité. Tout d'abord avec le Venezuela et les États-Unis. Les États-Unis récemment ont envahi le Venezuela, ont envahi de manière impérialiste en allant capturer un président, en s'emparant des cargos qui font du bon pétrole. J'ai oublié le nom à l'instant, et en faisant en sorte, même aujourd'hui, ils ont commencé à le vendre. C'est-à-dire qu'ils ont appelé tous les commerçants, ils commencent à vendre le pétrole du Venezuela, le pétrole brut, vu que le Venezuela est la nation, enfin le territoire qui a le plus de pétrole brut dans ses fonds, et ça rapporte énormément d'argent. Alors du coup, toi Arthur, est-ce que tu avais regardé un peu les actualités par rapport au Venezuela? Est-ce que tu t'avais suivi un peu ce que Trump préparait là-bas? Alors, j'ai pas énormément suivi la situation au Venezuela, je vais être tout à fait honnête avec toi. Mais vraiment, quand j'ai vu passer ça, je crois que je l'ai eu un peu en retard parce que j'étais pas tout à fait alerte des actualités à ce moment-là. Mais quand j'ai vu passer ça, je me dis mais quelle dinguerie. Parce que en soi, je comprends la joie de certaines personnes vénézuéliennes, comme quoi ils se sont quand même, parce qu'on peut dire que Maduro c'est un dictateur en soi. On peut comprendre cette joie-là. Pourtant, cette joie, elle s'accompagne quand même de l'impérialisme américain, limite, c'est ce qu'on peut parler de colonisation. Donc, c'est des sentiments très mélangés par rapport à ça. Et on voit que le débat public actuellement n'a pas tardé, bien sûr, à taper sur la gauche en disant « Ah, mais regardez, ils défendent un dictateur, etc. » sur cette thématique. Bref, c'est assez crevant, et on voit que 2026 commence pas ultra bien de ce côté-là, quoi. Trump commence sur les chapeaux de roue. Yurigan, tu voulais rajouter quelque chose? Sur le Venezuela, je voulais dire 2-3 mots là pour compléter, ou peut-être même apporter un petit contrepoint par rapport à ce que tu viens de dire, Arthur. Donc, en fait, on voit ce qui se passe après des dizaines d'années de propagande anti-révolution bolivarienne, au départ menée par Hugo Chavez et continuée par Nicolás Maduro. Alors, certes, le régime de Nicolás Maduro était peut-être, on pourrait qualifier d'autoritaire, etc., mais il faut quand même pas oublier qu'au Venezuela, ils n'ont jamais, par exemple, interdit la presse d'opposition. Et le Venezuela, comme Cuba, par exemple, font partie de pays de la planète qui sont sous le plus de sanctions économiques infligées par la première puissance mondiale, avec des tentatives d'ingérence et d'infiltration via des réseaux d'influence, via des riches, les plus grandes puissances du pays, par donc les États-Unis pour essayer de déstabiliser le Venezuela. Donc évidemment que quand on fait face à une pression permanente de la première puissance mondiale, il y a nécessairement, matériellement, peut-être un durcissement de la politique intérieure. Néanmoins, moi je pense qu'au vu de la pression mise par les États-Unis, le résultat sur le terrain, il est que finalement, c'est pas autant la catastrophe que ce que veulent bien laisser entendre la propagande pro-américaine. Donc moi, c'était un petit peu la petite nuance que je voulais apporter.
Moi, j'apporte tout mon soutien au peuple vénézuélien face à cette attaque odieuse. Et si on veut que vraiment laisser le Venezuela être libre, par exemple, si on veut vraiment être du côté du peuple vénézuélien, la seule chose qu'on peut demander, c'est que les Américains aillent dehors et que les Américains arrêtent de mettre la pression via cette guerre économique qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Demandons une vaccination contre les États-Unis d'Amérique, je vous en supplie. Qu'on m'ampute de tout ce pays, de tout ce dépotoir de personnes. Tu voulais dire quelque chose Non, j'allais faire le moment publicité. Donc, vous allez sur la chaîne YouTube Ventre Presse, qui est partenaire de cette émission. Vous avez plusieurs vidéos qui traitent du sujet, que ce soit le sujet des budgets militaires pays par pays décortiqués, et on voit qui c'est qui en a le plus, en gros. Et le Venezuela, c'est un des pays les moins armés de la planète, en gros. Et puis les vidéos, donc une tier list dans le jeu politique français des figures politiques ou médiatiques qui sont les plus ou les moins va-t-en-guerre et atlantistes, on va dire. Voilà, donc en cours d'élaboration, il y a une partie 1 qui a été publiée sur YouTube la semaine dernière et la partie 2 sûrement la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup pour un petit instant auto-promo. On va pouvoir... Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça ? Une idée, non ? Eh bien justement, on va pouvoir enchaîner avec notre sujet du jour, avec l'antispécisme. Et c'est Arthur qui va nous introduire le sujet, notamment. Arthur, je me tourne vers toi. Alors, effectivement, donc petite introduction un peu rapide avant d'entrer dans le cœur des discussions. Donc déjà, qu'est-ce que l'antispécisme ? Parce que l'ensemble de nos auditeurs et auditrices ne savent peut-être pas ce qu'est l'antispécisme. Alors l'antispécisme, c'est un courant philosophique et moral qui est né dans les années 70. Par définition, ça s'oppose au spécisme, qui est le fait d'accorder plus de valeur morale à un individu uniquement parce qu'il est humain. En partant de ça, les mouvements antispécistes encouragent les populations à adopter une alimentation et un mode de vie plus végétal, avec le véganisme comme ultime but, si on peut dire ça comme ça. Donc les antispécistes refusent toute exploitation des autres animaux par l'être humain. Ça passe bien évidemment par la production de viande, les productions laitières, bref, toutes les productions alimentaires, mais aussi les métiers utilisant des animaux comme outils. Ça peut être le cas par exemple pour les truffes et l'utilisation de chiens pour les dénicher. Petit point chiffre maintenant pour se rendre compte à quel point l'industrie animale alimentaire est colossale. Selon l'association L214 que l'on reçoit aujourd'hui, chaque année c'est plus de 90 milliards d'animaux terrestres dans le monde qui sont élevés et abattus pour l'alimentation, donc sans compter les poissons et autres animaux aquatiques où le chiffre peut monter à 300 milliards. Chaque jour, on estime entre 3,4 et 6,5 milliards d'animaux qui sont tués pour la production de nourriture. Dans tous ces chiffres, quand on regarde plus localement, en France, en 2023, toujours selon l'association L214, c'est plusieurs centaines de millions d'animaux abattus pour l'alimentation, dont 4 millions de bovins et de veaux, 22 millions de cochons, 33 millions de canards et l'espèce qui explose tout, 687 millions de poulets. Précision aussi, 80% des animaux élevés et abattus en France proviennent de l'élevage intensif. Et d'ailleurs, on parle de seulement 1% des élevages qui détiendraient 50% des animaux. C'est enfin une source de très grande pollution. Certaines études évaluent l'impact de l'élevage alimentaire sur le climat supérieur au secteur des transports. En 2024, en France, c'est 2 à 3% de la population qui déclare adopter un mode de vie vegan. Alors, peut-on avoir un impact et comment militer à son échelle face à tout ça ? Et est-ce que l'antispécisme est une cause anticapitaliste ? Est-ce qu'on peut s'attendre à une montée de l'antispécisme en France dans les prochaines années ? Ce soir sur Poitou Pop, on ouvre le débat avec nos invités. Merci beaucoup Arthur pour ce très bel annoncement. Et justement, donc je me retourne vers toi Marine qui est d'L214 en première, vu que justement tu as été citée par rapport à ça. Justement, quel a été le déclic de la création d'L214 ? On peut déjà commencer par ça pour amener derrière tout le cheminement politique de la lutte antispéciste. Donc pour L214 spécifiquement, c'est ça ? Ou pour ce que tu as d'autre à dire, s'il y a d'autres associations autour. Je sais que L214 est né en 2008. Et il me semble qu'au tout début, c'était un petit peu plus pour défendre les animaux domestiques, les chats et les chiens. Et finalement, ça s'est vraiment élargi et plutôt concentré sur les animaux victimes de l'élevage, l'abattage et aussi le transport d'animaux. Donc aujourd'hui, on est vraiment axé sur
sur ces animaux-là, on va dire. Et nos modes d'action, si je peux en parler un petit peu, on en a plusieurs. Tout d'abord, on va enquêter avec des vidéos. Il y a des lanceurs d'alerte qui vont filmer l'intérieur des abattoirs, qui vont filmer l'intérieur des élevages, tout ce qui est autour du transport d'animaux également. Et puis, on a toute une partie où on va informer le public. On va même demander aux citoyens et citoyennes, au grand public, de se mobiliser en signant des pétitions, parfois même en participant à certaines de nos actions. Comme la dernière fois, on a demandé aux passants et passantes de mettre des petits confettis dans les rayons de Carrefour pour nous aider à interpeller Carrefour afin qu'ils diminuent leur nombre d'animaux tués par an pour la consommation. Donc voilà, on fait participer les gens. On a également d'autres choses, comme on accompagne au changement alimentaire avec la page vegan pratique. Et puis, il y a également le challenge, Vegan Challenge, Veggie Challenge. Et puis, L214 dialogue aussi pas mal avec les entreprises pour justement essayer de négocier, leur faire signer des chartes, des pactes pour qu'ils puissent sortir progressivement de l'élevage intensif, plutôt des pires pratiques d'élevage. C'est vraiment sur ça qu'on est concentré. D'accord, merci pour cette définition. Mel, également, toi, tu es militante antispéciste. Comment est-ce que... c'est un peu une question de bateau, en fait, de dire comment est-ce qu'on devient militant antispéciste. C'est un peu comme dire comment est-ce que tu deviens de gauche. Mais non, en vrai, c'est un peu la question de bateau comme ça. Mais comment est-ce que, justement, tu caractérises l'antispécisme dans ta lutte politique au quotidien? Est-ce que tu vois la question que je te pose? Je vois carrément, oui. Je vais vous raconter une petite histoire, en fait. Moi, ce soir, en fait, il y a quelqu'un que j'aurais bien aimé qu'il vienne. Je l'aime beaucoup dans mon cœur, vraiment. Il m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles. Il a parfois des gros problèmes. Je sais qu'il a des TCA. Il m'aide beaucoup par rapport à mes troubles psy aussi. Et en fait, cette personne, c'est mon chat. Et il a sa propre individualité. Et en fait, ça, je pense qu'on oublie souvent de dire que chaque animal non humain a sa propre individualité. Et lui, il a ses joueurs, il aime bien aller rencontrer les autres humains humaines, il adore les autres chats aussi. Et par exemple, sa sœur est totalement différente. Sa sœur, elle est plutôt timide, elle va se cacher, elle mange un peu moins. Elle n'a pas de TCA, par exemple. Et en fait, on oublie souvent, du coup, cette individualité des animaux. Et moi, c'est surtout ça qui m'a touché et qui m'a fait rentrer un peu dans le milieu antispécisme. Et pour prendre l'exemple de cette individualité, quand les gens vont dans un zoo et voient des éléphants ou voient des aquaparks, voient des dauphins, en fait, les gens ne rencontrent pas... c'est pas parce qu'ils ont vu un éléphant qu'ils ont rencontré tous les éléphants, en fait. C'est pas parce qu'ils ont vu un dauphin qu'ils ont rencontré tous les dauphins. Genre, ils ont vu un éléphant. Et l'espèce, vu que c'est plus une construction sociale et c'est pas l'individualité, l'espèce, je pense qu'on se méprend beaucoup par rapport à ça. Et en fait, on en oublie que derrière... il y a un individu qui est sentient, et pour faire la définition de sentient, parce que du coup je l'utilise, c'est le fait qu'un individu peut ressentir du plaisir et de la souffrance. Par exemple, mon téléphone n'est pas sentient, donc si je le fais tomber par terre, il va casser, il peut envoyer des informations, je peux appeler et tout. Mais un individu sentient, lui, va ressentir de la douleur ou du plaisir. Par exemple, il a des nocicepteurs, les nerfs de la douleur, etc. Et... si je peux continuer. Ah oui, tu peux. Moi, je rebondirai quand tu auras fini. Ok. Et pour reprendre avec mon chat, un jour, il a disparu. Et du coup, j'ai eu très très peur. Vraiment, j'ai eu très très peur. Et souvent, les animaux en fait, qui sont seuls en ville, légalement, on appelle ça, ils sont en divagation ou en errance. On leur cherche tout le temps un propriétaire. En fait, les animaux sont tout le temps propriétaires d'eux. Ce sont comme des objets. En fait, leur existence simple dans la rue est illégale. Et les communes s'octroient le droit de les prendre et de les enfermer. Après, oui, la ville, elle n'est pas faite pour elle. Elle est dangereuse, et la ville devrait être pensée pour les animaux non humains. Puis ça dépend aussi des animaux. Chat et chien, c'est étranger dans la rue, mais désiré. Et par exemple, les animaux pigeons et rats, qu'on appelle aussi les animaux liminaires, c'est des animaux qui ne sont pas sauvages, mais qui ont besoin de l'activité humaine pour vivre. Et donc, les animaux liminaires, eux, ne sont pas désirés, mais sont plus banalisés. Et ici vient s'ajouter, en fait, le paradoxe qu'on dit aimer les animaux et les nuire. D'un côté, on n'aime pas les pigeons, de l'autre, on adore les petits oiseaux qui sont chez nous. D'un côté, on adore les petits cochons,
De l'autre, on les mange. Et le paradoxe, il peut être plus fort aussi avec un individu, le lapin. Le lapin, il est perçu avec différents rôles, alors qu'il a son individualité. Le lapin est perçu comme un animal domestique, il est perçu comme un animal qu'on mange, il est perçu comme un animal de laboratoire, en fait. On oublie totalement son individualité pour lui inventer des rôles qui nous sont bénéfiques. En fait, c'est pour dire que les animaux n'ont aucun pays. Les animaux sont étrangers de tous. Les animaux n'ont pas de droits, en tout cas très très peu, n'ont pas de langue. Vraiment, genre, ils sont à la merci de n'importe qui sur cette terre. Et c'est pour ça que l'antispécisme est là, pour essayer de défendre leurs intérêts. Ben merci pour ce texte qui finalement répond très adroitement à la question que je te posais, parce que justement il y a tout ce côté très matérialiste de l'antispécisme, donc qui considère que l'animal n'est pas une marchandise en fait qu'on peut se refourguer de personne à personne, qui peut devenir également une source de profit. On le voit quand on élève des chiots de pure race pour les revendre 6 000, 7 000, 6 000, 10 000 balles ou que sais-je au-dessus. Il y a notamment la question de la consommation, et il y a également une question genrée dans l'antispécisme, vu qu'il y a des études qui montrent que c'est bien souvent en fait les hommes cis qui vont manger de la viande et qui vont éviter de se tourner vers l'antispécisme. Et en fait, le pire, c'est que quand je regarde cette étude, je me rends compte que je fais partie. Du coup, bel et bien, même pas un truc en mode vas-y, peut-être je divague du groupe. Non, rien du tout. Et donc, en fait, il y a aussi ce truc de un peu cette dysphorie un peu je sais pas, militante ou je sais pas, de réflexion, dans le sens où on a tous envie enfin j'espère qu'on a tous envie d'aimer les animaux et de leur apporter autre chose que de la souffrance, mais en même temps on en mange, et j'arrive pas à voir comment faire évoluer cette société par rapport à ça. Alors il y a L214 par exemple, moi qui m'avait beaucoup aidé justement au lycée avec les sensibilisations sur les vidéos. Donc c'est ça aussi le principe quand vous allez dans les abattoirs, c'est aussi de montrer que c'est du concret et c'est de la vidéo et de l'audio, et que c'est pas juste uniquement des chiffres loin. Oui, c'est pour rendre visible la réalité qui nous est cachée, et pour que derrière un steak, derrière un fromage, on voit l'envers du décor, qui est terrible, qui est plein de souffrance. Il n'y a aucune empathie, aucune compassion pour les animaux. Et donc, ces vidéos permettent de mettre en lumière ce qu'on cache aux consommateurs et consommatrices. Donc, c'est bien si ça fait choc, si ça te choque, si ça t'interpelle. C'est aussi ça qu'on cherche à faire, c'est pour créer la prise de conscience. Et il y a justement, tu voulais... quand j'entends une sonnette au loin, c'est Yurigan qui veut rajouter quelque chose. Ouais, je pense que moi je remercie les invités que nous avons aujourd'hui, et puis Arthur pour avoir un petit peu proposé ce sujet lors d'une précédente émission que vous pouvez retrouver sur radio-pulsar.org. en podcast, vous pouvez les réécouter, ou sur notre chaîne YouTube. Donc je vous remercie pour un petit peu mettre le sujet sur la table. Moi je pense que l'un des objectifs de personnes qui militent au sujet de l'antispécisme et d'associations type L214, c'est un petit peu pour faire contrepoids à ce que peut faire de manière un petit peu très, très militante CNews ou ce genre de médias très à l'extrême droite, c'est-à-dire tirer la fenêtre d'Overton le plus possible vers la droite pour en fait même que certains sujets deviennent des impensés. Et donc les militants et militantes antispécistes, leur position dans le combat politique, pour moi, il est un petit peu là, c'est-à-dire de ramener la fenêtre d'Overton un peu plus dans le camp du progrès social et du progrès en général. Et donc pour que des positions qui vont peut-être paraître aujourd'hui à certains et certaines qui peuvent nous écouter comme très très radicales, du coup en montrant via des images chocs sur comment ça se passe l'abattage industriel, comment ça se passe l'élevage industriel, etc., peut-être permettre de faire prendre conscience à des personnes, ah ouais, ok, je vais peut-être réduire, avant je mangeais de la viande tous les jours, je vais peut-être réduire à plus qu'une fois par semaine, ou de temps en temps, ou j'en achète plus, mais s'il y en a à l'extérieur, je peux en consommer. En fait, je pense qu'il y a des gens qui sont assez insecures. Alors bon, c'est souvent, comme tu as dit Gabin, c'est souvent des mecs cisgenres qui sont peut-être assez fragiles,
il y a la fragilité blanche, la fragilité masculine, etc. Enfin, en fait, sous une apparence de solidité, vrai homme solide pleure pas, quoi. En réalité, c'est souvent des gars qui... Enfin, je dis des gars, mais voilà, souvent des personnes qui en fait sont assez insecure, désolé pour l'anglicisme, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. Des incels, c'est un peu de l'anglicisme. C'est pareil en français, je crois. Attends. Ouais, le gars est trop bilingue, quoi. Et donc, ouais, ils se sentent en insécurité vis-à-vis de tout ça en se disant « Ah mon Dieu, on va m'empêcher d'eux ». Non, c'est juste, y a plein de façons de réduire ton impact et de faire en sorte que l'industrie perdent du pouvoir et que c'est les capitalistes qui sont à la tête de ces industries-là perdent de l'influence et du pouvoir, ça peut être divise par 2, divise par un tiers, saute un repas sur 2, ou un repas dans la semaine déjà pour commencer, et tu vas voir qu'en fait, tu vas pas crever instantanément sur place et perdre tous tes muscles du jour au lendemain, quoi, juste parce que tu as arrêté de manger de la viande. Et le dernier truc sur lequel je voudrais rebondir, désolé, je suis un peu long. En introduction, Arthur, tu avais cité les 1% de l'industrie agroalimentaire qui détient 50% du volume du marché de la viande. Donc moi, c'était pour remettre un coup de focus un peu sur le capitalisme à la tête de ces industries-là et de toute cette torture. C'est un peu les mêmes chiffres que si vous prenez le marché du logement. En fait, c'est toujours un peu les mêmes chiffres. Il y a toujours 1% de capitalistes qui détiennent 50% des patrimoines, 50% des logements, 50% des animaux et de la production de viande. Donc, il faut pas se tromper de combat. Et nos ennemis, là, à mon avis, là-dedans, c'est vraiment les capitalistes qui génèrent tout ce malheur, que ce soit aux animaux, mais aussi vers nos congénères humains, quoi, qui pâtissent de ce système, quoi. Et c'est parfait, vu que ça va pouvoir me permettre de justement, c'était la poursuite de cette émission, c'est derrière l'individualisation, il y a aussi toute la structure qui nous apprend dès le plus jeune âge à manger de la viande, à consommer de la viande, et aussi comment donc faire pour que tout ça change, quelles sont les options qui s'offrent à nous, que ça soit de manière manifestation ou je sais pas quelle autre manière, autre que manifestation, justement, quels sont tous les outils qui sont à notre disposition par rapport à ça. Et avant ça, je suis content parce qu'Arthur aujourd'hui a proposé une chanson des plus incroyables. On peut le dire, le Québec, mais Arthur, vraiment, c'est magique. Je te laisse la présenter carrément. Il s'agit tout simplement d'une chanson du groupe Les Cowboys Fringants. Oh là là, j'ai des frissons. Groupe de fous qui ont écrit cette chanson qui s'appelle Plus rien. Qui parle, parce que les Cowboys Fringants est un groupe qui fut, parce que maintenant le groupe n'existe plus hélas, qui était très engagé dans les causes écologiques. Et cette chanson Plus rien parle de fin du monde tout simplement. Donc c'est pas la plus fun des Cowboys Fringants, mais elle est hyper importante et je crois qu'elle avait été faite à l'occasion d'un festival, il me semble, je ne sais plus. Et ça parle en fait du capitalisme qui a tout bouffé et qu'en fait à la fin le frérot il meurt tout seul dans le désert. Eh ben écoutez, on va pouvoir écouter cette chanson qui nous rend vraiment tous heureux et heureuses tout de suite sur Radio Pulsar dans votre émission Poitou Pop, l'émission qui vous apprend à manger du bourgeois. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qui tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils, orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles, et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens qui se battent contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Retombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Et au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Une fois de plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Les étoiles en plus. Vous êtes toujours dans votre émission Poitou Pop sur Radio Pulsar. Nous sommes avec Marine de l'association L214 et avec Mel qui est militante antispéciste. Mel, tu voulais réagir notamment par rapport au terme de capitalisme et de genre ? Oui, c'est ça, oui. En fait, pour parler aussi d'intersectionnalité des luttes, qui est très importante, et en fait que c'est pas que des rapports non plus liés au capitalisme. Et j'aimerais bien parler de 3 luttes qui sont beaucoup en rapport avec l'antispécisme. La première, surtout une personne très importante que je vous conseille de lire, Kawtara Archie, qui est anticoloniale. Et par exemple, ce que dit Kawtara Archie, c'est que en fait, l'animal, qui est vu comme un sous-individu, est utilisé comme insulte pour catégoriser des humains, du coup, qu'on déshumanise. Et souvent, les insultes des personnes racisées, on dit souvent que ce sont des animaux pour leur enlever leurs droits en soi, ou justifier des choses horribles qu'on peut leur faire, les personnes racisées. Et de l'autre, on désindividualise les animaux, qui sont déjà des insultes, parce qu'ils sont désindividualisés. On peut le voir par exemple avec le ministre israélien de la Défense qui dit que les Palestiniens sont des animaux humains pour justifier son génocide. Pour dire que déjà, juste le fait de dire animaux humains justifie à éloigner toute forme de considération morale. Bien sûr, il y a un aspect colonial, impérialisme, il y a le soutien des puissances occidentales. De toute façon, les rapports de pouvoir et toutes les problématiques sont multifactorielles, mais le fait d'avoir un rapport de déshumanisation est aussi important dans ce racisme. Aussi, par exemple, là on parlait des mecs et le fait qu'ils mangent moins de viande, etc. Dans l'aspect antispéciste, en fait, on peut aussi avoir, par exemple, avec le féministe, par exemple, je vous conseille comme féministe Axel Pleloub-Broch, qui est une journaliste antispéciste. Et elle parle beaucoup aussi du fait que, en fait, l'animal en soi est aussi objectifié, comme c'était fait dans le féminisme par rapport aux femmes ou personnes sexisées qui sont objectifiées. Par exemple, pour la chasse, les chasseurs vont objectifier leur proie. Ils vont les montrer comme si c'était des trophées, quoi. Un peu comme la valorisation de la virilité par rapport à, coucher avec des femmes, des personnes sexisées.
Et aussi objectifier par exemple un cochon et dire ce cochon il a l'air bon à manger. Et du coup oublier son individualité et se dire juste cet objet je peux le manger, comme le fait de dire cette femme, cette personne sexisée, je peux l'avoir, mais sans du tout prendre son individualité. Et aussi un autre exemple, par exemple, ce serait le validisme. Dans le validisme, on voit que les personnes qui ne sont pas valides, les personnes en situation de handicap, sont souvent rejetées de la société, et parce que dans un prisme productivisme, en fait, elles ne sont pas bonnes pour amener de l'argent dans un système économique capitaliste. Elles sont pas en bonne forme, elles ne peuvent pas, donc on les met de côté. Et par exemple, pour les chevaux de course, souvent, quand les chevaux sont blessés, ce qu'on fait, c'est que les gens les tuent. Ils ne prennent pas la peine de les aider, de les soigner, de s'en occuper, parce que ça coûte trop d'argent, et du coup encore ce prisme productivisme. Et donc, les chevaux qui sont blessés, on les tue. Et vu qu'il y a encore moins de considération morale envers les animaux, on voit qu'ici, du coup, le validisme est encore plus fort par rapport aux animaux. Et du coup, je voulais juste parler que l'antispécisme est aussi lié à beaucoup d'autres luttes. Oui, dans tous les cas, les luttes sont liées, comme tu le disais, justement, le concept d'intersectionnalité, c'est que tout est en vase communicant et chaque petite lutte dans un coin, en fait, a de l'impact sur la lutte à l'autre bout de la table. Et notamment, en fait, ce qui est drôle avec cette manière dont la société consomme l'animal, c'est le fait que, en fait, il y a aussi des lois qui régissent tout ça malgré tout. Il y a L214, donc tu voulais aussi présenter le titre de L214. Oui, en fait, on s'appelle L214 en référence à l'article L214 du Code rural qui dit que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Ce qui n'est pas respecté dans les élevages intensifs. Je parle pour la France parce que nous, on milite en France. Un petit peu en Belgique aussi, c'est arrivé. Mais c'est pas respecté. Donc, on se bat pour que au moins cet article-là soit respecté. Déjà, ça, c'est le premier step. Après, on ira plus loin une fois qu'on aura eu celui-là. Justement, c'est quoi la pensée qu'on a envie d'avoir pour la société de demain par rapport à l'antispécisme ? C'est quoi les revendications politiques que vous avez et que vous prenez et que vous aimeriez avoir ? Mel, si tu veux commencer. Si vous voulez, il y a un livre qui s'appelle Zoopolis et en gros, ça parle de s'il y a un monde après le spécisme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait après le spécisme ? Et du coup, en fait, moi, mon point de vue, et je pense peut-être le point de vue d'autres antispécismes, en fait, c'est de faire communauté avec les animaux, parce que ce sont aussi des individus comme nous. Donc, essayer de faire au mieux. Et c'est des petites choses, mais par exemple, ça peut être les oiseaux en ville, ils se prennent les vitres, donc ils meurent. Et ça, on fait pas gaffe, en fait. On fait pas gaffe au fait qu'ils peuvent mourir par rapport à ça. Donc, on peut mettre des protections. Le fait que, en fait, souvent, les pigeons font des cacas, mais pas vraiment ouf. En fait, c'est parce qu'ils sont mal nourris. Un truc tout con, et on pourrait mettre des mangeoires. En plus, ils viendraient à un endroit... En fait, c'est tout un truc comme ça où il n'y a plus de dérangement. Et on les utilise pas aussi dans un système pour se rémunérer. Par exemple, on ne va pas utiliser les poules pour nous nourrir, quoi. Parce qu'à un moment, du coup, on va se dire, si on utilise les poules pour nous nourrir, de l'aspect des œufs, si on n'a plus de poules, on ne peut plus se nourrir. Et du coup, elles deviennent, essentielles à notre survie. Il faut vraiment se détacher de ça et prendre en considération les individus. Mais, pardon, excuse-moi Marine, tu voulais rajouter quelque chose ? Moi, si on part vraiment à ce à quoi j'aspire, ce serait vraiment qu'on respecte les animaux et pas parce qu'on attend quelque chose d'eux, pas parce qu'ils nous doivent quelque chose en retour, mais juste parce qu'on respecte toute forme de vie, en fait. Que ce soit des animaux d'élevage, des animaux domestiques, des animaux sauvages. Et ça passe aussi par le respect de leur environnement. Et alors là, voilà. Avec la crise écologique, on n'y est pas. Edoui, tu voulais... je te vois... Oui, je voulais poser des questions.
Non, mais ça va peut-être être dans le désordre par rapport à la discussion, mais on a parlé arrivera à le recentrer, t'inquiète pas. On parlait d'antispécisme, mais des fois on entend le mot animalisme. Est-ce qu'il y a une différence, ou est-ce que c'est peut-être une question de débutant que je pose, mais par exemple il y a un parti qui s'appelle le parti animaliste. Est-ce que c'est synonyme, ou est-ce que peut-être l'antispécisme est peut-être plus radical que l'animalisme? Je sais pas. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Ou est-ce que c'est une appellation péjorative que les autres vous font, quoi, finalement? Alors moi personnellement, je sais que des gens mettent une différence entre antispéciste et animaliste. Moi, j'en mets pas forcément, mais ça dépend des gens. Et juste pour rebondir sur le parti animaliste, c'est un peu... comment dire? Tu peux dire les termes. On a le droit de dire du mal des gens à la radio, il n'y a pas de souci. Mais en gros, la liberté de conscience et d'expression, quoi, voilà. En gros, le parti animaliste, ils ont un sujet politique, c'est les animaux, mais le truc, c'est qu'ils sont apartisans. Et donc tout le monde peut y entrer. Et il y a pas mal de personnes problématiques et qui oublient certains rôles de pouvoir. Et comme j'en ai parlé avant, en fait, les dominations sont intersectionnelles. Donc on ne peut pas oublier ça. Et en ayant côtoyé des gens du parti animaliste et aussi comment ça s'appelle, le campus animaliste, non? Campus animaliste, ouais, la jeunesse du parti animaliste. Il y a une jeunesse. Ouais. Comme la jeunesse. En gros, il y a des Brigitte Bardot en herbe là-dedans, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais, mais carrément, vraiment. Mais justement, je voulais te parler ça me permet de parler d'un peu de Brigitte Bardot, vu que tout le monde était là en mode Brigitte Bardot, la femme qui a protégé les animaux. Moi, j'ai vu là récemment une photo de elle avec un phoque, et en fait, j'ai appris que quand elle est allée en Antarctique voir des phoques, et ben en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a tellement tous chopés, elle leur a tous filé des maladies, ils sont tous morts. Et genre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est là, elle faisait le truc en mode je veux défendre les animaux. Par exemple, on pense aux ânes en Palestine, où elle était en mode ramener les ânes, mais par contre, les Palestiniens et les Palestiniennes, c'est des chiens, on les laisse là-bas mourir. Bah, en fait, je pense que c'est peut-être ça aussi la différence entre antispéciste et animaliste. Animaliste, c'est vouloir un peu le bien-être des animaux. Après, peut-être j'ai faux. Hein. Et antispéciste, c'est vraiment comprendre les rôles de pouvoir. Et pour faire, par exemple, essayer de comprendre pourquoi Brigitte Bardot ne défendait pas les animaux, je vais faire une allégorie avec le racisme, par exemple. En France, on accepte que des immigrés ukrainiens viennent en France, mais pas des immigrés d'Afrique du Nord. Et c'est un peu ce que faisait Brigitte Bardot. Dans le sens, elle aidait les baleines et les phoques parce qu'ils sont jolis, mais par contre, les vaches et tout, ça, on s'en fout. Et on ne va pas dire à une personne qui accepte les Ukrainiens, mais qui n'accepte pas les personnes d'Afrique du Nord, qu'elle n'est pas raciste. Donc on ne va pas dire à Brigitte Bardot qu'elle n'est pas... qu'elle est antispéciste, quoi. On ne va pas lui dire ça. En tout cas, elle n'était pas antispéciste. Et pour moi, elle ne défendait pas les animaux. Elle n'était même pas végane, pour te dire. Elle mangeait du poisson, en plus. Bravo. Et justement, alors, depuis le début, on parlait de... vous avez pas mal parlé de l'un et l'autre, de l'élevage intensif. Est-ce que vous faites un distinguo, ou est-ce que finalement, in fine, il n'y aurait pas quand même la fin de l'élevage tout court finalement, et quelle est la limite aussi? Est-ce que par exemple, est-ce que par exemple produire des légumes mais avec un cheval de trait, est-ce que c'est acceptable ou pas finalement, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait à terme voilà. Peut-être je lance ça comme ça, je sais pas si ça... Pour laisser... tu voulais... vu que justement j'allais... Vas-y. Si, je vais répondre très simplement. En fait, lors des dîners de famille... Ça commence tellement bien. Non, il y a souvent des échanges un petit peu sur mon véganisme et tout, surtout quand je suis chez mon père, hein, ma famille de droite. Je reçois pas mal de réflexions par rapport à ça. Et je vais te répondre par rapport à l'élevage intensif et l'élevage local. Je crois que c'est ça un petit peu que tu... Oui. Ouais. Non, comme vous avez pris la peine de mettre intensif à chaque fois, est-ce que voilà, c'est... Moi, je viens de te répondre aussi pour les chevaux et le chariot. Je vais répondre comme je réponds un peu à ma famille du coup de droite. En fait, c'est que in fine, c'est les animaux, qu'ils soient bien traités ou non, on leur considère la même fin, la même finitude d'une vie qui n'existe que pour le profit et pour le plaisir gustatif de quelques humains. Alors, en tout cas pour ma part, hein, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais personnellement, je promeus la fin de l'élevage tout court. Et aussi, si on peut prendre d'un point de vue écologique et climat,
que ta viande soit importée de je ne sais quel pays ou qu'elle soit locale, le soja que tu vas importer de Brésil, il aura toujours un impact climatique moindre que ta viande qui vient du petit producteur pas loin. Donc ça, c'est des faux arguments que donnent les lobbies de la viande, comme quoi ce serait plus écologique et l'animal se sentirait mieux si tu achetais du local. Non, parce que dans tous les cas, c'est la même fin pour l'animal et c'est l'émission en CO2 est beaucoup plus forte d'un animal qui a vécu toute sa vie, qui a consommé de l'eau, qui a mangé, etc. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, les humains, on est des chasseurs-cueilleurs, mais on est plus des cueilleurs finalement que des chasseurs. On a plus mangé, on s'est rendu compte avec des fouilles archéologiques qu'en fait, on mangeait beaucoup plus de graines et de choses qui poussaient comme ça dans la nature que d'animaux directement. Le problème, c'est que ces graines qu'on mangeait nous, ça peut être le cas du soja notamment, mais en fait, on ne le mange plus nous directement, mais on le donne à manger aux animaux qu'on va manger ensuite. C'est 60% je crois du soja qui est mangé par les animaux qu'on produit dans le monde. C'est énorme en fait par rapport en fait, désolé. En fait, je pense qu'il faut aussi, par exemple, tu dis on était chasseurs-cueilleurs, faudrait ne pas commencer avec des arguments essentialistes. Pour moi, c'est assez problématique parce que en fait, quand on est vegan, on a besoin de B12. Donc en fait, on ne peut pas être vegan sans B12, parce que la B12 ne se retrouve pas dans le règne végétal. Du coup, il faut en prendre en plus, et c'est fait dans des laboratoires où des bactéries sont faites. Et on va se dire, ah mais oui, mais on rajoute un truc, du coup c'est pas naturel, et du coup les gens vont se dire, ah bah c'est pas naturel, du coup on peut pas. Sauf que par exemple, moi je vous prends un truc, les gens ne savent pas, mais dans les céréales de supermarché, on dirait que je suis un homme politique, je trouve bizarre, j'ai fait un truc avec ma main. Quand demain matin, j'achète ma baguette à 1,15€. Mon croissant à 10 centimes. Non, mais par exemple, les céréales en supermarché, dans les céréales, il n'y a pas de fer, dans les céréales, il n'y a pas de vitamines, en fait. On rajoute ça, et les gens ne savent pas que dans la plupart des produits, en fait, ils sont, on leur rajoute des choses. Et je vais vous raconter juste une histoire en France. Par exemple, en fait, avant, il y avait une maladie qui s'appelait le crétinisme des Alpes. Les maladies étaient très problématiques avant, enfin, le nom des maladies. Et en fait, c'est les enfants qui naissaient vers... les endroits très éloignés de la mer, en fait, leur mère du coup biologique, pas la mère où on nage, leur mère manquait d'iode. Et du coup, les enfants avaient des manques d'iode et du coup naissaient déformés. Et ce qu'a fait la France, c'est qu'ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans quelque chose que tout le monde mange, de l'iode. Et du coup, depuis ce temps-là, l'iode, le sel, il y a de l'iode dedans, pour plus qu'il y ait du crétinisme des Alpes. Et du coup, on pourrait faire la même chose avec la B12, parce que la B12 aussi, c'est une vitamine qu'on doit en très très peu de quantité avoir dans son corps. Et par exemple, il y a même des gélules, on peut les prendre pour un mois. Enfin bref, c'est pour ça que je voudrais éviter le côté essentialiste. Et juste pour ajouter sur la B12, les animaux, les bovins sont aussi complémentés en B12 dans les élevages industriels. Moi, je parle plus d'élevage intensif parce que c'est sur cela qu'on axe nos actions. C'est pour ça que je précise. Mais on est également pour la sortie de l'élevage. Et Eden, toi, par rapport à ça, vu qu'on t'a pas tant entendu, c'est quoi justement qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu vois toi justement comme idéologie par rapport à ça, par rapport à l'antispécisme? Moi déjà je commence à m'y intéresser pour de vrai grâce à Mel qui est juste en face de moi actuellement parce que à Poitiers j'avais encore jamais rencontré de personnes antispé et encore moins on m'avait parlé d'intersectionnalité des luttes avec l'antispécisme. Enfin j'en voyais un peu sur les réseaux et tout, mais et c'est pour ça que je suis très ravi de rencontrer Marine de L214 mais du coup moi j'ai commencé aussi je commence petit à petit à me lancer sur du végétarisme parce que moi j'ai été éduqué dans ma petite campagne avec le poulet de papy, le lavage de papy, etc. Donc c'est inclus dans nos manières de fonctionner et dans nos quotidiens. Mais du coup j'ai découvert tout ça et il y a un truc que tu m'as dit très tôt aussi, Mel, dans la manière de consommer, c'est que le plus important entre guillemets, c'est de montrer que c'est possible de consommer autrement. Pour que les gens puissent se dire « Ah, c'est possible, donc je vais pouvoir peut-être commencer » et petit à petit se défaire des animaux non humains qui sont dans nos manières de consommer. Déjà, consommer pour quoi faire,
Mais au-delà de ça, genre, on est là en mode, ok, j'essaye d'arrêter de manger de la viande, par exemple, mais surtout dans les milieux extérieurs. Parce que tu me racontais ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'il y avait cette dynamique de un restaurant qu'entend au bout de 15 fois le même midi, vous n'avez pas de plat vegan. Au bout d'un moment, il se dit mais en fait, il va falloir qu'on fasse des alternatives véganes et qu'on arrête de manger de la viande, enfin qu'on diminue le stock de viande parce que plus personne ne va en manger et du coup, on va devenir vegan et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, si petit à petit, tout comme ça, dans les espaces extérieurs, il y a toute cette dynamique de on se défait de la viande, on se défait de la viande, on se défait finalement des animaux non humains, en fait, on se retrouve dans une dynamique de petit à petit, on se rapproche d'un monde où les animaux non humains ne sont plus un outil de consommation, ni même plus un outil tout court. Ils sont juste là et on vit avec, genre, tranquille comme des gens, j'allais dire normaux, mais je déteste ce terme. mais voilà, quoi. Arthur, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Eden. Je pense qu'aujourd'hui, c'est passer au végétarisme, au véganisme, etc. C'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années parce que j'ai l'impression que le mouvement s'est un peu plus étendu sur la population. Du coup, aujourd'hui, quand tu vas au supermarché, tu trouves des alternatives végé à la viande, etc. Je veux dire, les alternatives qui y ressemblent, etc. Maintenant, ça devient de plus en plus répandu. Il y a de plus en plus de recettes en ligne proposent des alternatives végé, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais pour rassurer les gens qui aimeraient passer au véganisme, etc., personnellement, je pense que le véganisme, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vas pas, alors pour certaines personnes si, mais souvent les gens ne deviennent pas véganes d'un repas à un autre. Et faut savoir que c'est tout un processus. Personnellement, j'ai évolué. Ça m'a pris au moins, je dirais, 1 mois et tout pour passer au végétarisme, où j'ai abandonné de plus en plus la viande. Et là, le véganisme, ça reste encore très récent, que j'ai vraiment totalement arrêté les produits laitiers, les œufs, etc. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, à se dire c'est trop compliqué, je pourrais pas arrêter et tout. Déjà, si quelqu'un un jour me dit ok, non, je peux pas arrêter, je peux pas devenir vegan parce que je pense que je pourrais pas arrêter de manger de la raclette, etc. Ok, mais alors arrête de manger de la viande, sauf la raclette. Déjà, ce sera un bon début. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut encourager. Et je terminerai par une phrase que j'ai vue aujourd'hui, qui vient de je sais pas si vous connaissez l'entreprise La Vie, qui fait du jambon végétal, etc. Avec des super jeux de mots. Ils ont fait un slogan là que j'ai vu aujourd'hui, c'était en 2026, devenir végétarien, c'est plus facile à faire qu'à dire. Merci beaucoup Arthur. Malheureusement, c'est la fin du moment de questions. On n'a plus trop le temps. Je peux vous laisser un dernier court mot avant de passer à la chronique Cinémarx pour pouvoir rendre l'antenne bien à l'heure. Vas-y Mel, tu peux commencer si tu veux. Je voulais juste répondre à juste ce que tu as dit tout à l'heure. Vas-y. Ce que tu as dit tout à l'heure et toi pour les chiffres. Alors, du coup, si on utilise les chevaux et tout pour tirer la charrette, etc., en fait, il faut se dire, genre, ils sont considérés comme des individus, du coup, comme toi ou moi. C'est-à-dire que, genre, est-ce que toi, tu voudrais tirer la charrette ? Donc, je te pose la question et j'attends ton consentement. Sauf que le cheval, on va pas savoir s'il est OK ou pas. Et du coup, dans le but, le consentement, s'il n'y a pas de réponse, c'est un non. Voilà. Et aussi, au début, tu as dit les chiffres, Arthur, tu as dit genre 300 milliards. Pour moi, les chiffres, après, c'est très très dur à quantifier pour les poissons, mais c'est à peu près 1000 milliards d'individus tués chaque année. Mais c'est très difficile parce que du coup, ils sont tués sur les bateaux, on ne sait pas trop, et la pêche, on ne voit pas trop. Mais pour essayer de vous représenter, parce que les chiffres, c'est très très dur à se représenter, je vais vous faire une illustration tout bête. Un SMIC, vous gagnez le SMIC, c'est 1 400 € à peu près. Si vous dépensez rien du tout, pour vous faire 1 million, il vous faudra 60 ans. Pour vous faire 1 milliard, il vous faudra 60 000 ans. Voilà.
Bah écoute, merci pour ces data centers. On est toujours friand de data. Yurigan ne pourra pas nous contredire. Marine, tu voulais rajouter quelque chose avant la fin? Pour terminer, je vous propose, pour ceux qui hésitent encore, qui ont envie de se lancer, qui ont besoin de conseils, de vous inscrire au Veggie Challenge. C'est vegan-pratique.fr. Vous trouvez le Veggie Challenge et vous recevez pendant 21 jours des recettes, des conseils nutritionnels gratuitement. Voilà, donc pour vous lancer, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, c'est J'agis pour les animaux Vienne, ou sur Instagram, J'agis pour les animaux Poitiers. Merci beaucoup pour votre présence dans nos studios. Il est l'heure, on est légèrement en retard, mais c'est pas grave parce qu'on a toujours le temps d'écouter Cinémarx présenté par Arthur. Putain. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Les étoiles en plus. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la chronique Cinémarx, la chronique cinéma qui met le capitalisme hors champ. Aujourd'hui, dans la continuité de cette émission dédiée à la lutte antispéciste, je vais vous présenter un film donc antispéciste. Alors, hélas, ça ne sera pas l'excellentissime Okja du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, parce que j'ai déjà fait une chronique dessus, tout simplement. Vous pouvez la retrouver à la fin de l'émission du 6 février 2025, ça commence à dater. Oh, merci pour les archives. De rien. Ça va bientôt faire un an. Bientôt un an, ouais. Mais ne vous en faites pas, parce que j'ai un film tout aussi excellent. EO du réalisateur polonais Jerzy Skolimowski, sorti en 2022. Alors EO, c'est un pitch très simple. On va suivre un âne qui, après avoir été enlevé de son cirque, va fuir le foyer qui l'a recueilli et, à partir de là, va parcourir le monde dans une sorte de voyage initiatique, une sorte d'odyssée. Tout le long du film, nous allons constamment suivre l'âne dans ses déplacements, ses rencontres et ses découvertes. Nous allons donc voir le monde à travers ses yeux, et pour un animal, le monde n'est pas très radieux. Eo, c'est le nom de l'âne, et il va découvrir du coup la part sombre de l'homme et la relation très spéciale qu'entretiennent les humains avec les animaux. Car autant certains humains seront très sympathiques envers l'âne, autant le film va nous montrer toute la cruauté que l'humain inflige aux animaux. Celle qui est volontaire comme celle qui est indirecte. Celle des chasseurs dans la forêt comme celle des éoliennes dans les airs. La production du film, qui a souhaité travailler avec de véritables animaux, a fait honneur aux propos du film en étant le plus soucieux de l'état de ces animaux sur le plateau. Pour le rôle d'Eo, c'est 3 ânes différents qui se relaient, aucune maltraitance n'a eu lieu sur le tournage et leurs comportements ont même influencé l'écriture du film. Pas d'inquiétude, le réalisateur est lui-même quelqu'un de très sensible à la cause animale. Puis enfin, visuellement, je ne peux que vous recommander le film. Alors c'est un film expérimental et quasi muet, car quasi aucun humain n'est là pour parler. Je sais que dit comme ça peut rebuter, mais il faut lui laisser sa chance. C'est un film qui déborde d'idées visuelles. Par exemple, l'utilisation du format 4/3 pour symboliser des œillères, c'est une idée brillante. Ou encore, je ne vous spoil rien, mais il y a une scène de nuit dans un bois où l'éclairage est tout simplement hallucinant. Je vous laisserai découvrir. Aussi, le film dure seulement 1h20, c'est pas si long, donc laissez-vous tenter. Si vous voulez voir EO, le film est disponible en DVD et VOD, peut-être dans une médiathèque près de chez vous, sinon piratez-le. Merci. On avait Mel, tu voulais présenter un léger son juste avant la conclusion. Malheureusement, on pourra écouter que 30 secondes, on va dire. On n'aura pas le temps de tout écouter. Est-ce que ça te dérange ou sinon on refait ça, on te réinvite et tu le mets en entier? Non, ça va, là, on peut juste commencer. Du coup, ça vient du podcast LSD qui vient de France Culture, fait par Pauline Chalut, et ça s'appelle Le Monde après le spécisme. Et du coup, là, c'est une personne qui travaille dans un abattoir pour dire que c'est un système qui écrase tout le monde. C'est une grande pièce où il va y avoir une chaîne. Et sur cette chaîne, en fait, il y a, on va dire, une trentaine de vaches qui peuvent être pendues. Et tout au bout de cette pièce, il y a un piège où les vaches rentrent et elles sont assommées de différentes façons. Donc, on n'est pas prêt, quoi, aussi pour ça. Vraiment, voir les derniers souffles d'une vache qui arrive, qui se fait égorger. C'est comme une scène de film d'horreur, parce qu'on voit vraiment une grosse giclée de sang qui monte peut-être 3 mètres de haut, quoi. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Voir des veaux arriver et lécher la main du bourreau, quoi, qui va l'abattre, c'est très dur. Ouais, c'est très dur. Merci pour ce témoignage. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. On est pris par le temps, mais si tu peux redonner la référence au cas où des personnes voudraient écouter le témoignage. Oui, c'est le podcast LSD qui vient de France Culture, fait par Pauline Chalut,
Le Monde après le spécisme. Il y a 4 épisodes. On pourra le mettre en lien sur le podcast de Radio Pulsar. Retrouvable sur la chaîne YouTube Ventre Presse. Ouais. Voilà. Dans les commentaires de la chaîne YouTube et sur Facebook. En tout cas, merci Mel d'être passée aujourd'hui. Tu étais militante antispéciste marine pour L214. Merci beaucoup. Eden, grande première dans notre... Non, tu étais déjà venu mais en tant qu'invité, grande première en tant que bénévole. Et merci. GG. Arthur, un truc la prochaine fois. S'il te plaît, ramène une galette des rois ou des reines. Arthur, et après on coupera la tête de la personne qui l'aura chopé. Une galette des rois et des reines vegan, mais au-delà de ça, une galette des quoi? Non, rien, t'inquiète. Des camarades. Arthur, merci pour ta présence et ta chronique. Yurigan, toujours un plaisir à distanciel. Edoui Plénaire à la technique, aucun couac, c'était brillantissime. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour parler du Chili. Si ma mémoire l'Amérique latine en général, peut-être. L'Amérique latine, oui, ça va s'étendre avec le Venezuela vu l'actualité. Tout de suite, restez sur les ondes de Radio Pulsar. On va pouvoir retrouver aussi Potou Presse sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube avec la chaîne Ventre Presse. Très prochainement, un papier journal qui sortira et le site internet le 30.info. Les municipales approchent, ça va être sympathique. En tout cas, tout de suite, c'est Metal Fury sur Radio Pulsar 95.9. C'était Potou Pop. On vous dit à dans 2 semaines. C'était Gabin. Bonne soirée. Des personnes issues de l'immigration,